Fabien. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, effectivement, passant en avant-dernier, je vais peut-être évoquer des sujets qui ont déjà été évoqués, mais sur l'armement, j'entends tout ce qui a été dit et effectivement, cela rejoint une expérience très personnelle puisque l'anecdote du maire au terrain de foot trop arrosé, je l'ai vécu personnellement et j'ai eu la chance d'accueillir dans mon bureau de maire à l'époque l'agent de l'OFB avec son arme et effectivement j'ai vécu ce contrôle avec toute la solennité que la présence de l'agent et de l'arme peuvent créer. Pour autant, je diverge peut-être un peu avec beaucoup de mes collègues parce que je n'oublie pas que comme maire aussi, j'ai réarmé ma police municipale. Il y a 2 agents dans la commune dont j'étais le maire ces dernières années parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre pays, notre société est parcourue de tensions nouvelles, de violences qui se développent. Et effectivement, je crois qu'il faut être assez cohérent et donc, pour ma part, je ne souhaite pas le désarmement de vos agents parce que je comprends effectivement la pression qu'ils peuvent subir. Je n'oublie pas non plus que comme maire, j'ai eu également affaire à l'OFB lorsque une entreprise a malheureusement pollué un cours d'eau et que la pollution du cours d'eau a entraîné des dégâts sur l'exploitation de l'éleveur qui était en aval, tuant des bêtes. Et que dans ce rapport entre l'environnement et l'agriculture, il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont souvent les premiers défenseurs de l'environnement, mais également peuvent être victimes des atteintes que l'on porte à l'environnement. Alors pour rassurer les collègues de mon groupe, je n'ai pas changé de groupe, je ne suis pas devenu complètement écolo, mais je vous ai déjà dit, chers collègues, que je suis en la matière en pleine transition. Mais tout de même, je crois que si le rôle du contrôle est absolument indispensable dans une matière où la norme change, et donc naturellement les problèmes d'acceptabilité de ce changement sont très prégnants, effectivement la présence et la montée en puissance de votre organisation sur le territoire, les nécessités d'amélioration de la proximité sont absolument essentielles. Et je souscris tout à fait à tout ce qui a été dit. L'exemple de la gendarmerie me semble absolument très pertinent parce qu'effectivement, ils sont armés, ils représentent l'autorité et des contrôles et pour autant, ils peuvent venir dans le bureau du maire en dehors des contrôles pour évoquer les sujets de la situation et je pense qu'on arriverait à créer ce même type de fonctionnement. Chacun reste dans son rôle. On peut faire circuler l'information parce que c'est l'intérêt également de ces discussions sans être seulement dans un rapport de sanctions et de sanctionneurs à sanctionner. Et je crois qu'il y a vraiment un sujet. Pour ne pas être trop long, je voudrais préciser la question de mon collègue sur les préfets. J'observe que parfois le préfet est le délégué départemental de l'agence. Je crois que c'est le cas de la NCT. Est-ce que pour vous, une évolution de ce type pourrait avoir du sens pour qu'effectivement la très grande autorité qui vous est donnée puisse s'incarner aussi avec la personne du préfet, parce que derrière le préfet, il y a l'État, derrière l'État, il y a la société, et donc dans un État démocratique, la population. Et puis je rebondirai également sur la question que je voulais poser, et qui l'a été donc par mon collègue sur le loup, puisque vous l'avez cité. Les précédents plans nationaux d'action ont permis d'atteindre le seuil de viabilité démographique du loup en France. Le front de colonisation s'étend sur plusieurs départements qui n'étaient pas habitués à sa présence. Et aujourd'hui, on en est à ce que cela compromette gravement la viabilité de certaines exploitations d'élevage, en particulier d'élevage ovin chez moi en Saône-et-Loire. La disparition de ces éleveurs, ce serait à terme, bien sûr, une perte de biodiversité parce que qui pourra entretenir les haies, qui pourra entretenir cette biodiversité si on n'a plus d'éleveurs. Au moment où le statut d'espèce strictement protégée est questionné au niveau européen, et à l'heure où un nouveau plan d'action 2024-2029 sur le loup se met en place, de nouveaux textes vont en découler, un nouvel arrêté cadre sur les tirs, une nouvelle instruction technique au préfet en matière de gestion de la réponse à la prédation, un nouvel arrêté sur les indemnisations. Et donc, comment se positionne l'OFB sur ce changement peu à peu d'appréciation de la situation créée par ces attaques du loup? Je vous remercie. Merci. Damien, pour terminer.
Bon, vis-à-vis des agriculteurs, nous n'avons pas sorti l'arme devant des agriculteurs sur les 4 années de l'OFB. Hein. Donc, faut-il avoir une arme pour avoir un agriculteur? Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne l'a pas utilisé. Après, on a eu 85 utilisations des dispositifs d'armement sur les 4 ans de l'OFB. On a fait le compte un petit peu pour voir ce que c'était. Bon. Essentiellement, alors tout ça est très organisé et très hiérarchisé, hein, parce que nos agents, ils ont une arme, ils ont aussi un bâton télescopique, qui est une espèce de matraque. Hein, et puis, avant de sortir l'arme, vous avez le simple fait de dégrafer l'arme, c'est-à-dire de la rendre accessible, qui en général calme vite les gens en face aussi, sans avoir forcément à sortir l'arme. Donc 85 sur les 4 ans. Est-ce que les agents ils sont en risque ou pas en risque? Moi, je peux vous dire, le dernier cas, enfin, le seul cas où on a vraiment sorti l'arme et tiré autour de ces 4 dernières années, c'est à Mayotte. Hein. S'ils n'avaient pas eu d'armes, les agents, je pense qu'ils étaient 2. Hein. Il y en a un qui était en train de commencer à se faire tabasser. On n'est pas sûr qu'ils s'en seraient sortis. Et ceux qui, et donc ils ont sorti l'arme et tiré en l'air hein, pour se défendre et éloigner les gens. Et ça vient d'être condamné d'ailleurs il y a 2 ou 3 mois. Ils ont eu 7 et 10 ans d'emprisonnement ferme. Les leaders qui menaient. Bon, donc oui, il y a des situations à risque, c'est sûr. Il y a un certain nombre de situations où le fait de sortir le bâton télescopique a permis de régler les affaires. On a quand même entre 10 et 15 cas par an où sortie du bâton télescopique permet de calmer les choses. C'est en général pas avec le monde agricole, c'est souvent sur des activités illicites, hein, braconnage. Et ça fait partie de la panoplie de défense. Encore une fois, hein, le sénateur tout à l'heure l'a très bien dit, hein, c'est un mécanisme et des dispositifs de dissuasion et qui font partie de l'ensemble de la police municipale. Et encore une fois, nos agents sont ceux qui contrôlent le plus de gens armés dans la vraie vie en France, ne serait-ce qu'avec les 45 000 chasseurs, les PNA et le loup. J'essaie de ne pas oublier les différentes questions. Les PNA, donc les programmes nationaux qui étaient des plans de restauration avant et qui sont devenus des plans nationaux d'action, bon, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'énergie. Il y en a que vous connaissez, dont vous avez énormément entendu parler, et d'autres dont vous n'avez jamais entendu parler. Hein, donc on parle beaucoup des PNA sur les grands prédateurs, le loup, l'ours, le lynx. Là, je peux vous dire que ça prend une énergie considérable de nos agents. Si vous avez envie de proposer des simplifications, le constat déclaratif plutôt que aller voir chaque brebis égorgée nous permettrait de gagner beaucoup en efficience et de faire plus d'accompagnement et un peu moins de constats. En tout cas, on y passe énormément de temps. Où là encore une fois, ça fait plein de fois que je le dis, mais on essaie de concilier les différentes politiques, à la fois la protection de ces espèces, la restauration quand il y en a besoin, et minimiser les impacts sur les différentes activités. Hein. On pourrait citer le grand hamster, où là, pour le coup, c'était un problème pour les agriculteurs au départ. C'est devenu très défendu par les agriculteurs quand il y a eu un projet de route. Hein. On a des albatros, des vautours, des esturgeons, des tortues en Guyane, en Guadeloupe, Martinique. Donc on a des PNA qui marchent très bien, certains qui sont très emblématiques, d'autres avec des espèces plus compliquées, parce que quand on parle de mousse, de champignons, de fonge, c'est un petit peu plus difficile à partager. En tout cas, pour nous, c'est un point important qui permet de positionner notamment l'établissement sur les espèces qui sont en difficulté. Et les PNA, ils doivent être ciblés. Il y en a plus de 70 aujourd'hui. On a un sujet de financement de ces PNA par le programme 113. Dans la loi EPR, il y a d'ailleurs un décret qui doit sortir un de ces jours pour savoir comment, par exemple, les énergies renouvelables peuvent permettre d'aider à la mise en œuvre de ces PNA, enfin ça le sénateur Dantec le connaît par cœur, qui doit nous permettre de concrétiser et de travailler sur ces actions. C'est des fois emblématique, mais surtout c'est là où il y a des vrais enjeux.